Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ce live sur l'IVG. Donc, toutes nos excuses pour le retard sont les aléas de la technique. Donc, depuis toujours, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse est au cœur des luttes féministes, comme on le sait, en Belgique et à travers le monde. Loin d'être acquis, ce droit est fréquemment menacé par des jeux de marchandage politique et les féministes de tous les pays sont en première ligne pour le défendre des attaques des conservateurs de tous bords, comme on l'a vu dernièrement en Belgique ou également en Pologne. Donc ce live, nous aurons ce soir plusieurs intervenantes pour parler de ce sujet. Donc nous aurons Marek Koll, qui est féministe de la SAP Gauche Anticapitaliste, donc de la commission féministe qui s'appelle Féminisme Yé, active dans la lutte pour les droits à l'avortement dès les années 70. Donc elle va surtout revenir sur l'historique des luttes féministes dans les années 70 et donc les stratégies, etc. Nous aurons également Sarah Parkinson, qui est membre du GACEPA, groupe d'action des centres extra-hospitaliers pratiquant l'avortement. Elle va expliquer justement en tant que praticienne les difficultés qu'elle rencontre au quotidien et sa pratique également. Il y aura Cecilia Vieira da Costa, également membre du GACEPA, qui parlera des combats du GACEPA ainsi que de la coordination au niveau national en Belgique. Également avec nous Tatiana Wolska, qui est une artiste plasticienne et féministe polonaise vivant en Belgique, qui est à l'origine des actions à Bruxelles en solidarité au mouvement des femmes polonaises pour le droit à l'IVG. Et enfin, nous accueillerons Carolina Balu, qui est membre de plusieurs collectifs, donc le GACEBAL, le collectif 8 mars et également Sororidad Sin Fronteras, qui est un collectif de femmes hispanophones qui vit en Belgique. Elle est psychologue chilienne et militante féministe et elle expliquera donc son parcours en tant qu'accompagnatrice IVG en Belgique, mais également donc, son engagement dans la lutte pour l'avortement en Amérique latine, plus spécifiquement au Chili et en Argentine. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le live Facebook. Donc nous aurons un moment pour répondre aux questions du public. Donc je tiens à remercier aussi, donc ce live Facebook est co-organisé par plusieurs collectifs dont j'ai déjà cité les noms, donc Sororidad Sin Fronteras. Il y a également les Nouvelles Antigones, qui est un groupe féministe montois, le GACEPA et Féminisme Yé, qui est la commission féministe de la gauche anticapitaliste qui défend un féminisme révolutionnaire. Donc je vais maintenant laisser la parole donc à Marek Koll. C'est à toi. Bonsoir tout le monde. Je suis la grand-mère ici de tout le mouvement pour le droit des femmes à décider elles-mêmes. Et je vais vous raconter brièvement, en 8 minutes, ce qui s'est passé en Belgique. Tout commence en fait par l'émergence d'une seconde vague féministe, comme on l'a appelé, partout dans le monde, à partir des États-Unis. Je pense qu'il y a un petit souci technique avec Marek. Marek, tu nous entends? Apparemment, il y a un petit souci. Je vais peut-être laisser déjà la parole en attendant à une autre intervenante avant que Marek revienne. Donc, je vais laisser la parole déjà à Sarah alors. Avoir un bébé très handicapé décide d'un avortement. Sur le coup, la direction de l'école catholique la licencie. Et puis, dans cette même année 73, un médecin de Namur, Dr Peirce, qui avait déjà pendant des années pratiqué des avortements d'une bonne manière, disons, médicale et d'un point de vue des femmes, Peirce est arrêté.
et il sera pendant 35 jours en prison. Et partout dans le pays se forment spontanément des comités pour la défense du docteur Pierce, des comités Pierce. Donc, dès cette année-là, 73, l'avortement est sur tous les agendas et on voit le débat dans toute sa richesse se répandre dans les médias. C'était alors les journaux, la radio et la télévision. En 77, ensuite, il y a encore une arrestation spectaculaire d'une militante d'un groupe féministe socialiste à Gand, Anne Léger. Elle est arrêtée parce qu'elle avait faussement parqué sa voiture dans laquelle les gendarmes accourus avaient trouvé des brochures sur la contraception. Et dans ces brochures, il y avait aussi l'adresse de 2 cliniques pour l'IVG en Hollande. Elle est donc arrêtée, elle est accusée d'avoir de la propagande pour l'avortement, ce qui était interdit. Et ça sera l'occasion de commencer des mobilisations partout dans le pays, des comités avortement se forment et le mouvement culmine dans une grande manifestation nationale pour le droit à l'avortement le 5 mars 77. La revendication centrale de ce mouvement sera avortement libre et gratuit, la femme décide. C'est-à-dire que l'avortement doit être dépénalisé et les femmes doivent pouvoir décider. Ce thème va diviser une partie du mouvement des organisations féminines, des grandes organisations, par exemple les organisations féminines du mouvement chrétien, de la démocratie chrétienne, pardon, va refuser de participer à la journée des femmes à cause du thème de l'avortement. Et en 81, les parquets vont de nouveau commencer à poursuivre. Les années 80 seront les années de différents procès pour avortement où des gynécologues, des médecins généralistes, des patientes et du personnel soignant seront accusés. Tous ces procès ne mènent à rien. On gagne toujours et on n'ose pas poursuivre. Mais ça va aussi animer le débat pour de nouvelles propositions de loi pour changer la loi. Il y a une tendance très modérée qui dit qu'il faut qu'on essaye d'obtenir qu'on arrête les poursuites sans changer la loi. Là, le mouvement des femmes ne se laisse pas faire et va continuer la lutte pour le droit à l'avortement, pour un changement de la loi. Après bien des discussions et des tournants, ce seront un socialiste, le sénateur Lallemand, et une libérale, Madame Hermann Michelsen, qui vont faire une proposition de loi qui sera finalement adoptée, votée par une majorité alternative dans la Chambre, avec 126 voix 126 voix pour, 69 voix contre et 12 abstentions. Qu'est-ce qui s'est passé? La démocratie chrétienne s'est abstenue, en fait. Désolée, décidément, on a des soucis techniques ce soir, donc on attend un petit peu que Marek revienne. Je pense qu'elle a un problème de connexion. Ah voilà, Marek, tu es de nouveau ici. Ça a coupé 2 fois, donc d'accord. Je pense qu'on était au procès, au vote de la loi. Oui, d'accord. Et donc, je continue là. Je continue? Oui. Donc, la loi est votée en 90 et après cette
le vote de la loi, les pratiques de l'avortement qui s'étaient constituées déjà avant, bien avant, à partir des années 80, sont devenues légales dans les conditions de la loi. Alors, une des grandes leçons de tout ce mouvement, il y a deux grandes leçons. Premièrement, c'est que il ne faut pas attendre il ne faut pas attendre que des parlementaires prennent des initiatives, c'est à nous de les prendre et ne pas lâcher, continuer les mobilisations tout le temps et des mobilisations aussi larges possibles. Et aussi dans les plus petits villages, dans les plus petites villes, on a organisé des meetings, des actions, etc. Ne pas lâcher sur l'action directe dans la rue. Deuxièmement, travailler sur l'opinion publique en proposant et en montrant que la pratique de l'avortement n'est pas une pratique qui diminue la femme ou qui la rend complètement malheureuse. La pratique de l'avortement, une pratique féministe où la femme est au centre de ses besoins, était un des points forts de nos campagnes pour le droit à l'avortement. En ce moment, 84% des avortements en Belgique sont faits dans des centres extra-hospitaliers et ça continue. Donc ça, c'est un acquis aussi très, très important. Dans la rue et puis avoir une pratique qui est tout à fait crédible et qui répond vraiment aux besoins des femmes. Dernier point, au début de nos mobilisations dans les années 70, on disait avortement libre, la femme décide. En dialogue avec des femmes du mouvement ouvrier chrétien, chez lesquelles le problème de l'avortement était aussi réel que chez les autres, dans le mouvement chrétien, on a appris que pour elles, l'avortement était quelque chose de très idéologique et de très profond, on refusait. Alors, on a discuté sur deux niveaux. On a dit, on propose une loi qui dépénalise l'avortement, mais cela n'oblige personne à des avortements. Et second point, des enfants voulus sont des enfants heureux. Et ce sont ces deux accents-là qui ont ouvert le dialogue avec le mouvement ouvrier chrétien, avec les femmes du mouvement ouvrier chrétien. Et cela nous a permis de faire une telle pression que la démocratie chrétienne a dû s'abstenir à cause de son électorat féminin. Et voilà, ça c'est un peu les grandes leçons de cette période dans laquelle on a gagné. Hein. On a gagné contre le roi, on a gagné contre l'Église catholique fondamentaliste et on a gagné contre ceux qui voulaient que les femmes doivent attendre que les autres partis se mettent d'accord. Merci. Merci Marek. C'est vrai que ça n'a pas dû être une mince affaire en Belgique, vu le paysage politique dans les années 70-80. J'espère que le public a pu comprendre l'exposé de Marek malgré les soucis techniques. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questionnements par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Maintenant, je vais laisser directement la parole à Sarah. C'est à toi. Bonsoir, moi je m'appelle Sarah, je suis accueillante et accompagnatrice dans un centre de planning familial à Bruxelles. Alors l'intervention qu'on m'a proposée aujourd'hui, c'est un témoignage de terrain, donc je suis par ailleurs administratrice au GACEPA, mais c'est plus en tant qu'accompagnatrice IVG que je vais témoigner en fait de mon quotidien, de ce que je vois en tant qu'accueillante dans une certaine équipe, dans un certain centre. Donc, probablement qu'il y a d'autres accompagnateurs et accompagnatrices qui ne s'y retrouveront pas tout à fait. Il y a d'autres façons de travailler, mais c'est mon témoignage. Déjà, les femmes et les personnes enceintes qui arrivent pour une demande d'interruption de grossesse, elles ont tous les âges, elles viennent de tous les milieux culturels, tous les milieux sociaux. Elles sont croyantes et pratiquantes ou pas, elles sont en couple ou pas, elles ont des papiers ou pas. Donc, en fait, toute personne avec un utérus et des ovaires, à un moment dans sa vie, est susceptible d'être amenée à prendre une décision par rapport à une grossesse qui arrive comme ça de manière imprévue. Alors déjà, lors de la prise de rendez-vous, la plupart d'entre elles ont déjà pris leur décision. Et celles qui ne l'ont pas encore prise, elles le disent très très rapidement. Mais celles qui ont pris leur décision, généralement, elles ne veulent pas trop que ça traîne. Elles questionnent d'ailleurs très très vite quand est-ce que ça va pouvoir être fait. Déjà même rien qu'au téléphone. À l'idée du premier rendez-vous, parce qu'il y a un premier rendez-vous préparatoire qu'on appelle pré-IVG en planning.
Elles sont souvent, alors il y a des femmes et des personnes enceintes qui sont préoccupées par l'idée d'avoir à se justifier en fait de leurs décisions. Elles ont l'impression qu'elles vont devoir passer en entretien psychologique. Alors moi, ma façon de les recevoir et de les rassurer, en fait, c'est de leur expliquer que cet entretien, en fait, c'est un entretien d'information afin qu'elles puissent poser leurs questions et qu'elles puissent avoir toutes les infos nécessaires pour prendre leurs décisions et qu'en aucun cas, moi, accueillante et accompagnatrice, je n'interviens dans leurs décisions. J'ouvre un espace de discussion si elles veulent le saisir, mais c'est elles qui décident par rapport à ça, donc elles sont vraiment au centre de leur démarche. Alors, très, très vite arrive la question du délai de réflexion, parce qu'elles sont au courant que dans notre loi actuellement en Belgique, on prévoit un délai de réflexion de 6 jours. Et elles s'en inquiètent très, très rapidement de savoir quand est-ce que ça va pouvoir être fait, est-ce qu'on va les faire attendre. Et en fait, c'est extrêmement pénible. Elles témoignent quand même que généralement, c'est extrêmement pénible, une fois qu'elles ont pris leur décision, de devoir attendre pour attendre, spécialement quand elles ont des symptômes particulièrement pénibles parfois. Et puis c'est un frein à leur autodétermination, en fait, aussi, ce délai de réflexion. Donc, celles qui ont besoin d'un délai de réflexion, je leur fais entièrement confiance. Elles vont le prendre. En fait, on remarque, moi, je remarque au niveau de l'accompagnement que depuis plus on leur donne le choix, plus on leur laisse être actrices de leur IVG, plus on est flexible dans notre accompagnement, plus elles s'apaisent et plus ça se passe bien. Quand on les remet au centre, en fait, il y a vraiment quelque chose qui redescend. En fait, c'est leur donner la possibilité de prendre leurs décisions comme elles en ont envie. Et leur donner le choix, en fait, c'est leur donner le choix du jour, leur donner le choix de la méthode. Si elles choisissent une méthode médicamenteuse, de leur donner le choix éventuellement de le faire à domicile ou pas, cette méthode. Dans le centre où je travaille, depuis qu'on pratique et qu'on propose une IVG médicamenteuse à domicile, la plupart des femmes sont très contentes qu'on leur donne le choix. Et puis, il y en a même une qui était tellement contente de la façon dont elle a vécu ça que suite à ça, elle a commencé à demander comment est-ce qu'elle pouvait militer en fait pour le droit à l'avortement. Parfois, quand je vais en manif, je vois des femmes que j'ai accompagnées en IVG. Parfois, dans des colloques, j'en vois aussi. Donc, c'est très chouette de constater aussi que le fait qu'elles aient pu être reçues de la façon dont elles le désiraient, ça leur donne envie de militer pour que tout le monde, en fait, puisse être reçu comme ça et pour que la loi colle plus à toutes ces réalités-là. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, selon moi, à dire, c'est que souvent, on associe IVG à tristesse. Alors oui, il y a des femmes qui sont tristes. C'est pas pour ça qu'elles doutent. C'est pas pour ça qu'elles sont pas sûres de leur décision. On peut être sûr de sa décision et savoir que c'est la bonne décision et être triste quand même. Mais il y a aussi des femmes qui vivent ça comme un événement de la vie, comme un autre. Et c'est important de pouvoir accueillir ça aussi et de pouvoir les accueillir dans toute leur réalité, dans tout ce qui, en fait, constitue comment est-ce qu'elles vont vivre leur IVG. Parce que tout ce qu'elles vivent autour de l'IVG, ça joue aussi sur comment elles vont le vivre. Si elles ont pu en parler, si elles sont soutenues, si elles ne sont pas soutenues. Enfin, voilà. Alors, il y a des femmes aussi qui se rendent compte après 14 semaines qu'elles sont enceintes. Et en Belgique, actuellement, on ne peut plus pratiquer l'avortement après 14 semaines. Alors, ces femmes-là, quand je dois les envoyer en Hollande, en Angleterre ou en Espagne, je suis quand même assez témoin d'une grosse détresse parce que déjà, il faut trouver les sous. La mutuelle n'intervient pas. Donc, du coup, parfois, il y a des femmes qui empruntent alors qu'elles sont déjà assez précarisées financièrement. Et puis, il y a toute une organisation. On ne part pas comme ça à l'étranger à interrompre. Donc, c'est un délai supplémentaire. Donc, c'est toute une charge, en fait. Encore en plus, qui retombe sur elles. Et c'est extrêmement pénible aussi d'être témoin de ça et aussi de leur expliquer, en fait, notre loi pour le moment, elle ne prévoit pas ça. Désolée. Voilà. Après, c'est pas pour ça qu'on les laisse juste partir, on les accompagne aussi pour ça, mais voilà, c'est pas facile d'être témoin de ça. On reçoit aussi des femmes sans papier.
qui sont parfois en transit. Parfois, elles espèrent passer du jour au lendemain en Angleterre. Et du coup, pour ces femmes, notre cadre légal, il est juste à côté, quoi. Enfin, je veux dire, un délai de réflexion pour une femme qui, je veux dire, si ça se trouve, demain matin, elle est censée embarquer pour aller en Angleterre. Voilà, c'est juste pas possible. Et du coup, ça demande aux équipes aussi de faire preuve de flexibilité, de pouvoir faire des IVG gratuitement, faire appel à des interprètes. Donc, c'est important aussi d'essayer de s'adapter à cette demande-là. Je vais conclure, parce que je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vois 2 minutes encore, donc je conclue. Voilà, je tiens à... Yes, 1 minute. Yeah, trop bien. Je tiens à dire que, ben voilà, moi, en tant que travailleuse de planning, c'est très, très important de faire le boulot que je fais. Accompagner des IVG, c'est la partie que je préfère dans mon travail quotidien. Pourquoi? Parce que ben déjà, j'ai énormément de reconnaissance de la part des femmes. Elles sont reconnaissantes, quelque chose, c'est super gratifiant en fait. Une personne qui se sent soulagée après une interruption de grossesse et qui le dit, moi, ça me fait ma journée. Et puis surtout, c'est l'occasion d'ouvrir un espace aussi où les femmes peuvent confier d'autres choses, d'autres difficultés, toutes les difficultés qu'elles peuvent avoir par rapport à la contraception, à la charge mentale liée à ça, toutes les difficultés qu'elles peuvent avoir éventuellement dans leur couple, les difficultés qu'elles peuvent avoir à s'occuper de 4 enfants et être encore enceinte et avoir des grosses nausées, parce que les femmes qui avortent, c'est pas c'est clairement pas que des ados, il y a plein de femmes qui ont des enfants et qui veulent une IVG. Des soucis financiers, parce que venir pour une demande d'IVG, c'est venir aussi avec plein de choses autour de ça. Et l'espace que moi, j'essaye de leur offrir, c'est aussi un espace où elles peuvent venir déposer ces choses-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions. J'adore parler de ça, donc c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Merci Sarah, je pense que ton témoignage est primordial aussi pour comprendre la proposition de loi qu'il y avait en Belgique pour donc diminuer le délai de réflexion obligatoire et augmenter aussi le délai d'interruption volontaire de grossesse. Je vais maintenant passer la parole à Cécilia. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà, je vais essayer de vous reprendre un petit peu le discours de Marek, parce que forcément, le GACEPA, il est en lien avec l'histoire. Donc, c'est un groupe d'action qui rassemble tous les centres extra-hospitaliers pratiquant l'avortement, qui a été créé en 79, donc dans tout ce mouvement entre procès, début de la pratique des avortements dans les centres de planning familial, entre aussi les premières dépositions de loi, hein, parce que la première loi pour dépénaliser l'avortement a été apparemment déposée en 71, et le GACEPA vient en 79, donc déjà après le cas contre Willy Pierce. Et donc, c'était d'un côté de se solidariser, parce qu'effectivement, il y avait une menace qui tombait sur les praticiens de l'avortement. Il y avait clairement une envie de la visibiliser, parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé en Belgique. C'est le fait de dire cette loi, elle est injuste, et on va pas respecter cette loi, parce que le problème, c'est la loi. Le problème, c'est pas notre pratique. Et donc, dans ce sens-là, c'était assez important. Et donc, le parcours du GACEPA, c'était beaucoup d'un côté de faire la défense des praticiens, médecins et pas que médecins, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas que des médecins qui ont été dans le banc des accusés pour avoir pratiqué de l'avortement. Aussi permettre des échanges et la formation. Donc c'est quelque chose qui s'est fort développé, et donc aussi le fait de donner beaucoup d'attention aussi à tout ce qui est la militance, à faire aussi évoluer les pratiques.
parce que les choses changent. Si il y a 20 ans, 30 ans, on se disait que le délai de réflexion, c'était pas une entrave, aujourd'hui, c'est consensuel que c'est une entrave, parce qu'effectivement, la femme, si on impose un délai, c'est pas qu'elle va pas le prendre, parce qu'il y a plein de femmes qui ont besoin de réfléchir, mais la plupart, avant de venir prendre son rendez-vous, elle a déjà réfléchi. Et donc, c'est aussi le rôle du GACEPA de réfléchir à comment les pratiques doivent s'améliorer, comment on peut être dans la pointe de toute la recherche scientifique aussi en termes de méthode, en termes de la sécurité, de l'efficacité pour les femmes, mais aussi d'avoir une pratique humanisée, féministe et centrée sur les besoins des femmes. Donc, dans ce parcours, le GACEPA a été plus ou moins actif, je pense. Effectivement, je pense qu'on a beaucoup bougé probablement jusqu'aux années 90 et après, on s'est un peu accommodé. On a dit, bon, on a une loi. On ne se rendait pas compte que finalement, ce n'était pas une loi qui dépénalisait, c'est une loi qui dépénalisait dans certaines circonstances. Et ça prend quand même... presque 25 ans avant qu'il y a des mouvements qui reviennent en disant mais cette loi, elle est inacceptable. Cette loi, elle dit que les femmes qui avortent sont des criminels et ça ne va pas. Et donc, effectivement, il y a un mouvement depuis je dirais 6-7 ans, surtout avec aussi le CAL et aussi avec la création de la plateforme Abortion Rights, qu'on a beaucoup, beaucoup milité pour ce changement de loi, d'abord pour sensibiliser les politiciens et c'est avec cette sensibilisation qu'on a réussi qu'à partir de 2016-2017, ils se sont rendus compte et on a commencé à travailler dessus. Et donc, le GACEPA aussi important au niveau international. Il a participé à la création de la Fédération internationale des praticiens de l'avortement qui a été créée fin des années 90. Et on travaille toujours en collaboration avec l'UNAC, c'est notre sœur flamande qui regroupe tous les centres de planning familial. Et donc, pour nous, c'est vraiment important d'un côté d'être toujours critique dans notre pratique, d'être toujours en train de se questionner comment on peut mieux faire et évoluer, ne pas rester arrêté dans le temps comme dans les années 70, même si on faisait plein de choses, aussi se remettre toujours en question, de permettre de visibiliser l'avortement, de normaliser. Je sais que certains n'aiment pas de dire, mais c'est important de banaliser l'avortement parce que l'avortement est banal. Il fait partie de la vie des femmes. Il fait partie de notre entourage des femmes qu'on connaît, de nous. Nous sommes nous qui avortons. Et donc, on a ce rôle-là d'éduquer ou de sensibiliser la communauté et on continue à le faire et on espère le faire aussi avec les retours des femmes et de la société aussi. On est si ouvert à ces rencontres. Et je pense que ça, c'est un pilier important. Moi, je vis en Belgique depuis une dizaine d'années, donc j'ai une vie d'avant, de militante d'avortement au Portugal, il y a une quinzaine d'années. Donc, je fais pas mal de parallélisme avec mon vécu. Et j'ai aussi, j'ai eu aussi la possibilité, je trouve que ça, c'est aussi important. Il y a un côté, le GACEPA, effectivement, c'est un groupement de praticiens, de professionnels de la santé qui veulent pratiquer et proposer à des femmes des avortements dans des bonnes conditions. Et on milite pour que ce soit le cas. On milite pour que l'État puisse financer et payer pour ces bonnes pratiques, pour ces avortements, que la sécurité sociale. Mais en même temps, je me suis rendu compte aussi dans ma pratique et dans ma militance féministe aussi, le rôle que les mouvements féministes ont aussi dans le changement du quotidien de l'avortement et surtout au niveau international. Depuis une vingtaine d'années, les femmes ont repris, donc j'ai pris cette petite image de ces comprimés magiques qui sauvent des vies, surtout dans les pays du Sud. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes, dans les pays où les lois ne respectent pas leurs droits, se sont réappropriées de la technologie médicale scientifique et elles-mêmes font les avortements elles-mêmes avec l'accompagnement d'autres féministes et en solidarité. Et
donc, c'est important qu'on trouve des façons créatives, subversives, pour pouvoir avancer, parce que tant que les lois changent, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, les femmes qui sont à plus de 14 semaines, qui ont besoin d'un avortement, elles ne peuvent pas attendre que les policiers se mettent d'accord et qu'ils arrêtent de faire du marchandage indécent sur le dos des femmes. Elles doivent trouver l'argent, elles doivent aller en Hollande. Et la même chose se passe dans les pays du Sud. Et je suis ravie de voir que ce mouvement, il a grandi énormément. Aujourd'hui, il y a un peu partout dans des lignes téléphoniques féministes qui informent aux femmes comment se faire un avortement elles-mêmes. Voilà, avec le soutien dans la sororité. Et ça a changé radicalement et ça a amélioré énormément la vie et la santé des femmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cécilia, je pense que ton témoignage est super important pour montrer que des collectifs comme le GACEPA jouent un rôle vital dans le droit à l'avortement, puisqu'il ne faut pas oublier que même si on a une loi, il faut aussi des praticiens et des praticiennes qui pratiquent l'avortement, qui sont formés et conscientisés en nombre. Et aussi, donc, tu as ouvert la voie à l'importance, donc à la réflexion sur l'importance des luttes féministes internationales. Et donc, pour ça, on va avoir encore 2 intervenantes pour parler du contexte international à ce niveau-là. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Tatiana qui va parler de la Pologne. Je ne sais pas si on m'entend ou oui. Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas une grande activiste. J'ai vécu plus que moitié de ma vie entre la France et la Belgique maintenant. Par contre, ce qui s'est passé le 22, je pense que tout le monde est au courant, octobre, donc le tribunal constitutionnel, il a changé une des raisons pour le droit à l'avortement en Pologne. Donc, le fœtus, dans le cas où le fœtus est malade, là, ce droit-là, il est enlevé. Donc, du coup, toutes les Polonaises elles sont sorties dans la rue et c'était la plus grosse mobilisation depuis apparemment, enfin là les statistiques elles disent que c'est vraiment de début du siècle, il y avait jamais autant de gens dans la rue. Et je crois que ça s'est passé aussi dans mon cas. Moi, j'ai jamais manifesté, enfin, si, j'ai manifesté, mais je n'ai jamais été si vénère que cette fois-ci. Du coup, j'ai commencé aussi à créer un truc sur Facebook pour qu'on se mobilise ici toutes. Donc, du coup, le gouvernement, il a lancé plein d'insultes contre les féministes, comme quoi elles sont aussi des tueuses parce qu'il y a le Covid, donc du coup on propage la maladie. Il y a bizarrement énormément de sororité en Pologne aussi qui s'est développée parce que les femmes qui s'est jamais elles-mêmes appelées féministes, d'un seul coup, elles se sont retrouvées dans les rues avec les femmes qui sont dans les rues depuis des décennies. Et pour justement pour le combat pour avoir le droit à l'avortement. Oui, ce qui s'est passé aussi, que c'est un peu la chose le gouvernement il fait des va-et-vient. En Pologne, c'est le gouvernement ultra conservateur et catholique de droite. La Pologne est divisée en deux et c'est la première fois aussi que les féministes ils sont retrouvés dans la rue avec le mot jebać, wypierdalać, qui veut dire fous les camps, va te faire foutre, enfin en traduction libre, mais c'était très 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 violent et c'est la première fois que les femmes en Pologne, aussi nombreuses qu'elles étaient, mais vraiment vous avez vu sûrement des images, c'était assez hallucinant.
polonaises, catholiques, pas catholiques, enfin toutes les polonaises mélangées, et se sont retrouvées avec les mots sur leur bouche que normalement, enfin dans ce pays qui est le mien, bah, ça passe jamais. Cette fois-ci, c'était vraiment le mot qui apparaissait une fois sur trois. Donc oui, la mobilisation, elle était gigantesque. Et dernièrement, je parlais même avec une dame, je ne sais même pas par quel biais je suis tombée sur elle, mais qui me disait, moi, oui, je disais que je sors manifester à Bruxelles, et elle a dit, ah ouais, pas vous quand même. Et je dis, mais quoi qui se passe, pourquoi? Et du coup, elle m'a dit, ouais, non, mais c'est que les vandales, que c'est vraiment une très, très mauvaise chose de participer à ça. Et en 2 mots, j'ai expliqué de quoi s'agit-il. Et en fait, bah, vu que les médias, la télé, tout est monopolisé par les gouvernements, bah, c'est l'image que ça donne. Voilà. On propage l'épidémie, on détruit la ville, on détruit la tranquillité, etc. Bah, voilà, moi c'est quelque chose qui me sidère, mais heureusement je ne suis pas la seule. Pour le moment en Pologne, il y a un stand-by. Le gouvernement a lancé cette idée il y a 1 mois déjà, plus qu'1 mois. Et là, la première chose qu'ils ont attendu des élections des États-Unis, parce que c'était un peu le seul allié polonais. Et là, il n'y a plus de parole. On est en attente de est-ce qu'ils vont vraiment appliquer cette loi? Est-ce que ça va être enlevé? On ne sait pas du tout. En attendant, apparemment, il n'y avait jamais aussi beaucoup de femmes qui ont profité de cette IVG illégale que maintenant, parce que depuis 1 mois, par contre, les femmes, elles ne peuvent pas avorter. Donc, c'est suspendu, mais quand même, on ne peut pas. C'est la folie. Enfin, c'est là ce que les Polonaises vivent, c'est la folie. Mais par contre, vraiment, je pense que le très grand point positif, c'est qu'il y a effectivement une solidarité entre les femmes on n'a jamais vécu une sororité à ce point gigantesque. Merci Tatiana pour ton témoignage. C'est sûr qu'on a vu en Pologne, la lutte a été extrêmement impressionnante et on a vu aussi beaucoup de jeunes et des militants, enfin des gens qui n'avaient jamais milité, qui sont sortis dans la rue, etc. Donc je vais maintenant laisser la parole à Carolina pour la dernière intervention. Bonsoir à tous et à toutes, et merci de m'avoir invitée. Moi, je suis comme Sarah et Cécilia aussi accompagnatrice et accueillante IVG dans un planning familial à Bruxelles. Et je t'ai engagée dans l'année 2013 pour première fois. Et quand je commençais à voir comment ça s'est passé ici en Belgique, j'étais vraiment interpellée pour voir la grande différence entre ce que j'avais vu en Amérique latine et au Chili, et spécialement dans mon pays d'origine. Et ces grandes différences de comment les femmes pouvaient avorter ici en tranquillité, en sécurité, et que c'était vraiment une décision réfléchie et pas devoir garder une grossesse par peur ou simplement se voir confronté à la situation d'avoir des conséquences d'un avortement, des traumatismes, etc. Et on peut vous dire comment ça se passe en Latine-Amérique. En fait, on a 5 pays où c'est complètement légal. Ça serait l'Uruguay, et Cuba, et Puerto Rico, et Guyana française. Et en Amérique du Sud, le seul, c'est l'Uruguay. Depuis le 2013, c'est un avortement gratuit couvert par les systèmes de santé, mais ils n'acceptent pas des personnes qui viennent de notre pays avorter parce que c'est tout un petit pays. Vous imaginez que ça ne serait pas évident. Il y a quand même l'objection de conscience.
ça qui fait que dans certains départements ou régions du pays, parfois il y a tous les médecins qui se disent objecteurs de conscience, mais comme il y a un gouvernement, une loi qui soutient l'avortement, ça permet de faire par exemple des tournants des médecins qui vont passer pour les différentes régions, une fois par semaine, par exemple, pour faire tous les avortements qu'il faut. Et alors, vraiment, quand il y a la volonté politique pour que les choses se passent, et même avec des médecins qui mettent des bâtons dans la rue, et les choses peuvent bien se passer. Et en Cuba, c'est légal depuis 1961, et avec un grand taux d'avortement. Souvent, c'est utilisé comme méthode de contraception même. Et aussi, il y a au Mexique certaines régions qui permettent l'avortement sans condition, disons, la Ciudad de México et Oaxaca, et ça depuis quelques mois seulement. La majorité des pays en Amérique latine sont une loi restrictive, ça veut dire les femmes peuvent avorter quand sa vie est en risque ou dans des cas où la grossesse est non viable ou dans le cas de viol. D'accord? Dans les deux situations que je vais vous parler plus spécifiquement, l'Argentine et le Chili, c'est permis dans ces trois situations. En Argentine, il n'y a pas vraiment une loi qui permet l'avortement dans les trois causes, mais la loi dit que l'avortement est punissable sauf certaines exceptions. Et dans l'année 2013, un tribunal a fait jurisprudence en disant que les femmes ne devaient pas même demander au tribunal pour pouvoir avorter dans ces trois cas. Mais là, malheureusement, mettre ces lois en marche, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup d'objections de conscience, il y a beaucoup de blocages déjà à niveau policier pour faire les dénonces en cas de viol, par exemple. Et après, ça passe quand même pour les tribunaux. Parfois, les tribunaux prennent des mois à donner l'autorisation pour que les femmes et même des filles de jeune âge puissent avorter. Et malheureusement, et c'est un peu comme ça qui se passe ici aujourd'hui, les corps des femmes sont utilisés comme monnaie d'échange politique. Il y a toute une campagne qui s'appelle Salvemos las dos vidas, ça veut dire sauvons les deux vies, où les militantes anti-avortement vont mettre la pression envers les familles pour que les petites filles qui ont souffert des viols n'avortent pas, par exemple. Ça que c'est vraiment très, très violent psychologiquement pour cette famille. Et on a un cas très connu mondialement, c'est le cas de Lucia, de 11 ans, en janvier 2019 à Tucumán, qui vers 20 semaines, elle a été intervenue par césarienne. Le bébé est décédé quelques semaines plus tard et Lucia aussi est décédée. Alors, cette histoire de sauvant les deux vies, ça n'a aucun sens quand on met vraiment la vie des petites filles qui ont déjà vécu des traumatismes, par exemple, des viols même à l'intérieur de ces familles et qui en plus doit sacrifier sa vie pour des échanges politiques qui finalement n'amènent à rien de positif pour elle. Et après, dans l'année 2018, la loi a failli passer, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, les militantes féministes se mobilisent très, très fort pour que ça puisse avoir lieu, espérons maintenant dans l'année 2020. Au Chili, la situation n'est pas plus facile. L'année 2017, la loi des trois causes est passée, mais il y a très peu de femmes qui avortent pour cette loi, disons 600 par an, c'est que c'est vraiment rien.
Aujourd'hui, grâce au misoprostol et la grande révolution, ça a tout changé à niveau d'avortement clandestin. Et aujourd'hui, les femmes peuvent avorter entre amis, accompagnées avec des groupes féministes bienveillantes. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. En Argentine, c'est les socorristas. Au Chili, c'est con las amigas de la casa. Mais à part ça, il y a plein de groupes, comme disait Cecilia, qui vont donner l'information par des manuels, par ligne téléphonique, etc. Et, alors, ce travail de militantes féministes n'est pas évident parce que c'est des femmes qui vont sacrifier des espaces de sa vie, qui doivent en plus travailler pour un travail rémunéré, en plus faire ce travail d'accompagnatrice. Rien à voir avec ça qu'on peut faire ici en Belgique et comme professionnel. Il y a une campagne qui s'est créée au Chili, on dit con ley o sin ley abortamos igual. Et avec la loi ou sans la loi, on avorte de toute façon, on n'a pas besoin de vos lois, parce que c'est vrai que Chili est encore loin de pouvoir créer un projet de loi où ça puisse se faire de manière universelle. Mais aujourd'hui, vraiment, le féminisme est très puissant là-bas, ça soutient la lutte et même la révolte chilienne qui est en train d'avoir lieu. De ce côté-là, les féministes sont chaque fois plus puissantes et sont vraiment derrière tous les mouvements sociaux et les causes des femmes ne restent plus comme en deuxième plan par rapport à toutes les revendications. Il y a la revendication sociale des droits, d'égalité, mais la cause des femmes est aussi impliquée là. Et bien sûr, la lutte contre le capitalisme. Bon, j'ai plus de temps. Simplement dire qu'il existe quelques pays où c'est complètement interdit. Il y a les cas de Salvatore ou de femmes qui finissent en prison pour de longues années simplement parce qu'ils ont fait des fausses couches et ils ont été jetés en prison en des enfants pratiquement orphelins. C'est un des luttes les plus graves qui existent. Voilà. Le reste peut-être pour les questions. Merci. Oui, on va pouvoir y revenir. Merci Carolina pour ce témoignage. Je pense que c'est primordial aussi de parler voilà, des situations dramatiques dans certains pays. Et je pense que ce qui revient beaucoup dans vos témoignages, c'est le fait que l'importance primordiale voilà, de solidarité internationale, mais aussi de solidarité et de réseaux féministes pour pouvoir avorter, quoi qu'il arrive, dans des bonnes conditions. Alors maintenant, je vous propose, donc si vous pouvez réagir à vos interventions respectives avant de laisser la parole au public. Donc pour le public, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions sur le live Facebook. Mais donc si l'une des intervenantes veut rebondir sur ce qui a déjà été dit, je vous laisse la parole. Marek, tu veux réagir? Oui. Oui, je suis impressionnée par ce que les copines disent de la situation en Amérique latine et aussi en Pologne. Et ça nous mène à la question de la cause. Pourquoi tant de haine contre ce droit à l'avortement? Le droit à l'avortement n'est pas néfaste pour personne. C'est qu'un droit d'autodétermination et c'est là que le bas blesse. Donc, dans notre société qui est vraiment imprégnée de mépris et d'attitudes patriarcales, les femmes n'ont pas le droit fondamental de décider pour elles-mêmes. Et c'est ça qui est utilisé par des idéologies rétrogrades comme les églises et comme des partis d'extrême droite pour nous interdire ce droit à l'autodétermination. En Belgique néerlandophone, en Flandre, la NVA et le Vlaams Belang ne sont pas des partis liés au christianisme officiellement, mais ils sont tous issus de ce tissu réactionnaire catholique qu'a connu notre pays. Même si c'est des partis séculiers, ils restent anti-femmes. Ils restent anti-femmes dans chaque lutte que les femmes mènent, tout comme ils restent pour la science soi-disant moderne, pour le nucléaire, donc pour la mort.
au lieu d'être pour la vie. Et ces gens-là, c'était ces gens-là qui nous obligeaient à avoir des avortements clandestins. Je vous rappelle, en Belgique, on pense qu'on avait plus ou moins 3000 morts par an à cause de l'avortement. Il y avait plus ou moins 40 000 avortements par an dans les années 70. Maintenant, il y en a moins que 20 000 grâce à la contraception qui est bien connue et qui se répand. Mais donc, c'est cette haine au droit d'être maître de sa propre vie, de ne plus dépendre des hommes qui nourrissent, selon moi, toutes ces attitudes. Merci Marek. Je pense que c'est bon de rappeler toujours que c'est pas parce qu'on interdit l'avortement qu'il n'y a pas d'avortement, clairement. C'est juste qu'il y a des avortements qui sont dans des conditions effroyables et qui mènent à la mort de femmes. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenantes qui veulent réagir. Juste dire peut-être que le plus l'avortement est interdit, souvent, c'est les pays où il y a le plus d'avortements, hein, aussi parce qu'ils ont des plus mauvais soins de santé. Mais aujourd'hui, de dire que une bonne chose ces dernières 20 années, c'est que la mortalité maternelle associée à l'avortement, elle a chuté énormément. Malheureusement, on a encore plusieurs dizaines de milliers de femmes qui décèdent. Mais grâce à ces médicaments, grâce au cytotec, au misoprostol, et grâce à ces mouvements féministes qui ont pris en main, comme les médecins dans les années 70, ici en Belgique, ont pris en main la situation, a fait que cette réalité est en train de changer. Les femmes se sont réappropriées. Et il faut soutenir ce mouvement, et il faut soutenir aussi des mouvements pour changer ces lois qui sont inacceptables et qui, effectivement, parfois, c'est assez impressionnant comment certaines lois sur d'autres questions éthiques passent, hein, notamment même en Belgique. Hein, on a eu une révision de la loi par rapport à l'euthanasie des mineurs qui a passé sans grand problème. Et maintenant qu'on est en train de travailler sur une loi qui prend en charge la réalité, parce que c'est la réalité, il y a 500 femmes belges au moins tous les ans qui vont. Et malgré ça, ça fait une opposition. Donc ça vient dire qu'effectivement, on n'a pas envie de nous laisser pouvoir décider de ce qu'on fait de nos vies. Donc tant le capitalisme que le patriarcat de bien décider sur nos ovaires et nos utérus. Oui, Carolina? Je voulais dire qu'on dit toujours les lois sont jamais acquis, les droits des femmes sont jamais acquis, tu peux reculer, comment ça s'est passé aujourd'hui en Pologne, c'est passé aussi au Chili, je ne sais pas, dans l'année 1930, cette loi pour protéger les femmes, la vie des femmes en cas de risque pour la grossesse est passée, mais au moment que la dictature arrive, ça a reculé, c'était à nouveau interdit. Après, pour regagner ces droits, c'est une lutte des années, et pour que les droits s'élèvent, c'est d'un moment à l'autre. Alors, actuellement, on essaie de soutenir le mieux possible les mouvements des femmes polonaises parce qu'on sait ce qui est en train de passer. Et Marie peut peut-être dire plus, mais j'ai entendu ces histoires qu'avant le docteur Perls, c'était les femmes polonaises qui venaient c'était les femmes belges qui allaient avorter en Pologne. C'était avant, c'est eux qui nous donnaient une main et aujourd'hui, c'est à nous de les donner la main et lutter pour qu'ils puissent avoir ce droit et qu'ils ne soient pas arrachés. Oui, Sarah? Oui, c'est juste pour rajouter une petite note qui, moi, avec ces rassemblements et la prise de la rue en Pologne, moi, ça m'a fait énormément bien voir ça. Surtout en cette période où on est censé tous et toutes rester chez nous et bien fermer notre gueule. Hein. Mais du coup, effectivement, quand on perd des droits, c'est une lutte, mais les femmes, elles luttent. Et les femmes, elles sortent dans la rue. Et les femmes, elles ne vont pas lâcher. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc, en tout cas, moi, qui me donne de la force au quotidien, aussi de faire le boulot et puis d'être une femme dans notre société. C'est que je sens que ce soit autorisé ou pas,
les femmes, elles vont avorter et elles vont trouver des façons d'avorter. Le seul truc, c'est qu'elles vont soit s'organiser entre elles, comme ça peut être le cas du coup en Amérique latine et tout ça, elles vont descendre dans la rue, elles vont revendiquer et on ne va rien lâcher. Enfin, ça ne va pas s'arrêter, on va pas se fatiguer. Ça fait des années que c'est sur le tapis, cette question, que ça revient périodiquement quand on nous enlève un tout petit peu, parce que Simone de Beauvoir l'avait dit, il suffit d'une crise pour qu'on s'attaque aux droits des femmes. Et c'est clair, c'est en premier, c'est en tout premier. Et on ne lâchera jamais rien, vraiment jamais rien. Et on va toujours demander quelque chose qui est le plus proche possible et pour moi idéalement qui est égal au respect total de l'autodétermination et du choix de la femme et de chaque femme selon qui elle est à ce moment-là, selon ce qu'elle ressent à ce moment-là et on ne lâchera pas. Et moi, ça me fait du bien de me dire qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées en rue en Pologne qui n'avaient encore jamais manifesté. Et en fait, ça, c'est le truc qui a fait que c'est fini, quoi. On descend en rue et moi, je me dis, hein, voilà, dimanche, on s'est rassemblés contre les violences envers les femmes. On n'était pas énormément, on était moins que d'habitude de ce qu'on est pour ce type de rassemblement-là. Mais il y a peut-être des personnes qui venaient pour la première fois et puis il y a peut-être des personnes qui vont regarder le live ce soir ou qui vont lire un article et qui vont se dire, mais non, mais c'est pas correct cette histoire, il faut que ça s'arrête. Et en fait, c'est ces personnes-là, une plus une, plus une, plus une, plus une, qui fait qu'on arrive à des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent en rue. Et moi, ça me, à la fois, ça me donne du courage, ça me fout la rage contre tous ces pouvoirs patriarcaux, en fait. Mais surtout, ça me donne vraiment confiance dans le fait que ce qu'on veut, on l'aura. Que vous le vouliez ou non. Tout à fait, Sarah. C'est vrai l'importance de la transmission aussi, hein, d'où l'importance aussi de l'histoire des luttes, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais j'ai l'impression aussi que les nouvelles générations, les adolescents aujourd'hui sont beaucoup plus politisés que les adolescents dans les années 2000. Donc on est dans la bonne voie. Tatiana, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de passer aux questions? Oui. Oui, parce que j'ai vu aussi une question, pourquoi ils ont décidé de lancer cette loi maintenant? Ils n'ont pas décidé de lancer, ça a été déjà sous ancien régime en Pologne, reculer. Donc là, maintenant, ils ont profité de, sûrement les Polonaises, sages comme elles sont, elles vont pas sortir et se bagarrer pendant cette grosse pandémie. Et si, elles sont sorties. Et ma sœur, pendant 2016, ça a déjà commencé. À Bielsko-Biała, elle a conduit toutes les manifestations là pendant un mois, mais enfin depuis 4 ans. Et elle a dit, le premier jour, il y avait 200 personnes, deuxième jour, il y avait 500, troisième jour, il y avait 1000, après il y avait 5000, après il y avait 15 000 dans la ville où jamais il y avait autant de monde. Et elle a dit, pendant les manifestations en 2016, elle s'est retournée derrière, il y avait femmes Moyen-Âge 30-40 ans. Maintenant, elle se retourne avec le slogan gentil encore au début, le premier, deuxième jour, tout ce qu'on connaît comme slogan féministe. Là, elle se retourne et il y avait des filles de 13, 14, 16 ans qui faisaient « Allez, putain, allez, on en a marre !» Mais elles étaient super violentes. Et en fait, pendant un mois, elle a donné un micro à toute la jeunesse de cette ville et c'était incroyable, en fait. Oui, c'est vrai que ça donne beaucoup d'énergie. Donc, je vais passer maintenant aux réactions et aux questions du public. Donc, on a d'abord une réaction de Céline Glory qui dit merci pour cette initiative et vos interventions. C'est une réflexion plus qu'une remarque, mais donc au-delà de la modification de la loi qui est indispensable, il faut aussi un vrai financement de l'IVG, des plannings et des centres IVG afin de permettre à toutes les femmes d'y avoir accès, quelle que soit leur situation financière ou administrative. Je n'ai pas assisté à ton intervention, Sarah, donc désolée si tu as déjà abordé le sujet. Mais oui, c'est vrai que ça a été un petit peu abordé. Mais Sarah, si tu veux rebondir sur cette intervention. Oui, je peux rebondir. Merci Céline de regarder, c'est chouette.
Alors, j'ai fait un petit point sur l'accueil des femmes sans papier pour des demandes d'IVG en planning, mais j'ai pas creusé parce que j'avais 8 minutes pour parler de beaucoup de choses. Mais du coup, effectivement, je pense que là, actuellement, la situation pour les centres qui accueillent des femmes sans papier, c'est qu'ils prennent à charge ces demandes lorsque les femmes ne peuvent pas payer, lorsqu'elles ne peuvent pas prétendre à une aide médicale urgente et que du coup soient pris en charge par un CPAS. Effectivement, je pense que ce serait génial si l'État pouvait donner une aide financière pour prendre en charge ces demandes qui font partie en fait de demandes qui peuvent arriver chaque semaine en fait dans un centre de planning familial ou dans un centre hospitalier. Alors généralement les hôpitaux, comme tu le sais, il y a parfois une rapidité parce qu'ils sont souvent liés aussi à des CPS, donc une rapidité pour pouvoir faire prendre en charge ça par les CPS qu'il y a moins dans les plannings. Mais donc effectivement, je pense que pour moi, je veux dire, un changement de loi, c'est aussi prendre en compte les femmes sans papier. Parce qu'il faut arrêter, je veux dire, je sais qu'elles sont invisibles et qu'on veut les invisibiliser, mais les femmes sans papier, c'est des personnes avec des utérus et des ovaires qui peuvent tomber enceintes aussi et que ça arrive au mauvais moment aussi pour elles. Donc, pour moi, la nouvelle législation doit prendre en compte aussi ces personnes-là et ne pas compter justement uniquement que sur la solidarité des équipes de planning et la solidarité des femmes parce que voilà, nous, dans le planning où je travaille, en fait, on propose aux femmes de faire un petit don éventuellement pour aider ces femmes en fait aussi à pouvoir payer une IVG quand elles ne peuvent pas se la payer. Donc voilà. Donc encore une fois, en fait, on fait porter sur les femmes quelque chose qui ne devrait pas être uniquement porté par elles, en fait. C'est de la santé publique, c'est rien d'autre. Tout à fait. Clairement, il faut souligner le fait que les femmes sans papier sont toujours oubliées, même dans l'accord de gouvernement là, pour les violences, on ne parle jamais des femmes sans papier, alors qu'elles sont justement particulièrement touchées par les violences. Donc, il y a aussi la question voilà, de l'accès aux soins aux sans-papiers et de la régularisation, tout simplement, qui est une question de santé publique. Donc, d'autres questions, nous avons... alors, Okshana Shine qui demande, alors que les situations concrètes ne sont pas comparables entre la Belgique, la Pologne ou l'Argentine, ne sont-elles pas quand même liées selon vous? Quel lien y a-t-il avec le mouvement des grèves féministes au niveau international? Pour moi, si je peux me permettre, pour moi, elles sont tout à fait dans le même sens. C'est juste qu'on oublie, parce qu'on on a l'impression, comme effectivement le cadre légal en Belgique est un petit peu plus large, on a l'impression qu'on est beaucoup mieux loti et on est effectivement dans la pratique mieux loti que la Belgique, la Pologne et l'Argentine. Mais ce qui est derrière et ce qui justifie ces lois, c'est le même principe, c'est ne pas vouloir donner les droits aux femmes. Donc je pense que dans ce sens-là, et je pense que d'ailleurs le fait aussi qu'en Belgique, on a l'impression que les choses sont plus ou moins bien, c'est pour ça qu'on est resté un peu endormi, et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Europe. Une fois qu'on a atteint voilà, une loi qui répond quand même à beaucoup de femmes, parce qu'effectivement, on sait que plus de 80% des femmes découvrent leur grossesse et interrompent leur grossesse dans les premières 12 semaines, mais il y a une partie des femmes qui est exclue. Et donc, c'est vrai que la partie des femmes qui est exclue en Pologne et qui est exclue au Chili, qui est exclue en Argentine, n'est pas la même, mais les raisons sont les mêmes. Et il faut conscientiser aussi les femmes, et c'est ce travail aussi qui est fait ces dernières années pour conscientiser que la loi qu'on a, elle n'est pas acceptable. Et conscientiser aussi, pas juste dire ben, regardez ailleurs, c'est beaucoup pire. Non, regardez ailleurs, c'est beaucoup pire, mais chez nous, on peut aussi améliorer. Et si on améliore, ça veut dire aussi qu'on prendra prendre en charge aussi. Si on arrive à changer cette loi qui va plus loin, on pourra aussi accueillir et être solidaire avec d'autres femmes européennes qui ont besoin d'avorter après
plus de 14 semaines. Oui, Carolina? Et pour moi, c'est comme si nous sommes tous dans le même chemin. Il y a des pays qui sont plus avancés, des pays qui sont plus derrière et qui traînent, mais c'est toujours les mêmes personnes qui bloquent. C'est toujours l'extrême droite qui va bloquer, avec les lobbies des églises. En Latine-Amérique, c'est beaucoup l'église protestante, mais aussi l'église catholique qui vont toujours mettre des bâtons dans la rue pour que les choses avancent. Alors, s'il y a quelque chose en commun, c'est qu'on voudrait que ça avance, mais il y a certains personnages qui vont nous empêcher. Et c'est là que les combats, c'est important. Pour ça, les combats féministes, pour moi, c'est aussi les combats anticapitalistes, antifascistes, antiracistes, et tout est lié. C'est pour ça l'importance de travail conjoint de différentes causes dans l'intersectionnalité. Oui, je vais vous rappeler une petite histoire. Dans les années 70, on faisait donc des meetings, des conférences, des débats, etc. sur l'avortement et la contraception, parce que ça aussi, il fallait le populariser. Et à un certain moment, dans une petite ville au sud de Bruxelles, j'étais l'oratrice principale pour expliquer qu'est-ce que c'est la contraception, qu'est-ce que c'est l'avortement, pourquoi les enfants voulus, c'est tellement mieux. Bien, ça, c'était la thématique. On entre dans la salle avec le groupe féministe qui avait organisé ce meeting et la moitié de la salle était remplie de la bande paramilitaire du Vlaams Belang actuel. Donc, c'était Vlaamse Militantenorde, ça s'appelait, Ordre militant flamand. Et donc, là, ça nous faisait un peu peur. Puis, les gendarmes sont arrivés, nous ont protégés pendant tout le meeting. Et puis, on nous ont escortés, nous, en toute sécurité, pour sortir de la salle. Mais je peux vous dire que ça fait un peu peur. C'est des situations qu'on n'a plus connues après dans la question de l'avortement ici. Il y avait aussi les meetings où un quart de la salle des militants anti-avortement d'extrême droite venaient nous insulter comme des femmes qui vont tuer des bébés, etc., etc. Toutes ces attaques-là, elles ont plus ou moins disparu ouvertement en Belgique, mais le fond reste là. Et c'est l'extrême droite. Et on le voit aussi aux États-Unis, où le droit à l'avortement dépend des lois locales. Grâce à l'amendement des années de 73, l'avortement est permis, mais l'application dépend des États. Et ce qu'on voit sur la carte des États-Unis, c'est que dans les grandes villes et sur les côtes, l'avortement est possible, mais dans le reste du pays, non. Il y a les fondamentalistes chrétiens de toute marque qui empêchent l'avortement et qui ont tué des médecins dans des centres d'avortement, hein, des centres de planning familial, comme on dit si gentiment. Mais donc, la lutte là est terrible. Et un certain ex-président, là, était absolument en lien avec ces bandes réactionnaires et dangereuses pour la vie, parce qu'il s'agit de l'interdiction de l'avortement, c'est une attaque à la vie. C'est vraiment contradictoire. Et ça tue des femmes dans des avortements clandestins, mais ça nous empêche, nous, de vivre la vie de notre choix. Et c'est ça le choix fondamental que ce genre d'organisations ne veulent pas admettre. Merci Marek. Je pense que oui, ce qui est en lien aussi, c'est que les opposants à l'avortement ont souvent le même visage. Donc pour d'autres questions, donc plutôt pour donc les membres du GATSEPA, que pensez-vous, on va revenir en fait sur le délai de réflexion, donc que pensez-vous du délai de réflexion et pensez-vous qu'il faille nécessairement inscrire un délai de réflexion obligatoire dans la loi? Moi, je veux bien réagir. Parfois, dans les lois, on est très préoccupé de très bien faire, de tout détailler. Et souvent, dans la loi de l'avortement, le moins on met, le mieux c'est. Donc, la question du délai, c'est plutôt une question d'organisation des structures, parce que voilà, parfois c'est possible de le faire
plus rapidement, parfois ne sait pas. Donc, c'est un délai d'organisation, parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec Sarah, et je pense que beaucoup de praticiens sont d'accord qu'effectivement, il faut être à l'écoute de la femme, et c'est elle qui sait quel est le bon délai pour elle. Et moi, personnellement, je serais pour une loi qui institue l'avortement comme un droit, qui ne paie pas forcément des limites aussi au niveau du nombre de semaines, qui ne va pas plus loin, parce que là, ça peut être défini ailleurs, ça ne doit pas être inscrit dans la loi. Parce que ce qu'on voit et ce qu'on a vécu aussi, c'est que avec la loi de 90, tout ce qui était inscrit, le nombre de semaines, le délai de réflexion, l'état de détresse, c'est des obstacles. Donc, il faut pas oublier ça. Aujourd'hui, au niveau international, le pays qui a la meilleure loi, entre guillemets, n'a pas de loi, entre guillemets, parce que c'est au Canada, c'est le seul pays, c'est depuis les années 80, et c'est à l'issue d'un procès qui se passe au tribunal. Ils ont décidé, les juges, ils ont décidé, l'avortement, c'est un traitement médical, il n'a rien à faire dans le code pénal, il n'a rien à faire dans le code civil, donc c'est un droit, c'est un soin de santé. Et donc, c'est régulé dans la loi de la santé. Moi, idéalement, je prônerais pour ça, mais on sait très bien que voilà, c'est toujours des compromis. Et alors, là, en Belgique, on est des champions pour les compromis. Et donc, forcément, et moi, personnellement, je suis toujours prête, si c'est pour avoir plus de semaines, ben oui, on acceptera les 2 jours dans la loi. Voilà, on pourrait avoir mieux, mais on va pas jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Carolina et puis Sarah. Je voulais simplement dire que c'est très, très important de faire confiance aux équipes, aux professionnels, de combien de temps ils ont besoin pour mettre une procédure en place, et aussi à ce que la femme ressent. On va jamais forcer, on va jamais faire l'avortement peut-être les jours même, parce qu'il y a une prémédication, et c'est important de laisser ces temps pour que le travail se fasse de manière confortable. Mais c'est pas nécessaire que ce soit écrit dans la loi pour que les médecins, les accueillantes et les femmes fassent les choses d'une bonne manière. Les lois infantilisent toujours les femmes. C'est comme s'il fallait qu'on les dise qu'elles réfléchissent pour qu'elles réfléchissent, et ils ne vont pas le faire pour elles-mêmes. Et c'est là qu'on voit les patriarcats tellement clairs dans la manière de fonctionner de la loi. Je voudrais encore ajouter un truc, parce que cette question de réflexion, de délai, etc., ça limite, et c'est de l'autoritarisme masculin. Mais il y a aussi, moi je trouve que la question des femmes sans papier, des femmes migrantes qui passent ici ou qui sont expulsées, qui n'ont pas de statut, etc., ça c'est une question incroyable. Tu arrives dans un pays, dans un état de détresse et de dénuement, avec aucun moyen, et tu peux tomber enceinte parce que tu n'as pas de contraception quand même. Mais est-ce que les femmes ne peuvent pas avoir une vie sexuelle parce qu'elles n'ont pas de papier? Alors, si elles n'ont pas accès à la contraception, il faut qu'elles aient accès à l'avortement. Et donc là, c'est une question de droit humain, de la justice sur les droits de l'homme et de la femme. Enfin, moi, je trouve que c'est incompréhensible qu'on ne puisse pas accorder des soins médicaux universels qui incluent la contraception et l'avortement pour tout le monde. Et ça, c'est une question de l'Organisation de la santé en Belgique. Donc, la discrimination contre les migrants, les migrantes, contre les gens en situation soi-disant irrégulière. Et on dit parfois illégal, comme si quelqu'un puisse être illégal. Pour tous ces gens-là, il faut absolument ce droit, parce que sinon, c'est des drames. C'est des avortements clandestins, j'imagine, ou c'est des choses inimaginables de détresse et aussi de traumatisants pour des enfants nés par malheur dans ces situations-là, également pour le reste de leur vie. Et donc là, moi, je trouve que c'est vraiment important de mettre l'accent là-dessus. Merci Marie. Tu voulais réagir, Sarah? Du coup, j'ai envie de réagir à ce que Marek vient de dire. Mais je pense que de toute façon, de manière générale, quand on parle de soins de santé pour les personnes sans papier et de droits des personnes sans papier ou des personnes
qui ne sont pas en séjour régulier, on parle de dignité humaine, en fait. On en est là. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on n'octroie pas les mêmes droits à des soins qui sont fondamentaux, pour moi, on touche à la dignité humaine, en fait. Et pour ça, il faut qu'ils se bougent le cul, quoi, parce que vraiment, on est à la traîne. Je pense qu'on n'est clairement pas le seul pays là, par rapport à ça, mais pour moi, ça vient encore soulever encore un truc en plus, au-delà de droits des femmes et tout ça. Pour moi, on touche vraiment à la dignité. Et juste, par rapport à ce délai, pour compléter, donc je soutiens tout à fait ce que Cécilia a dit et ce que Carolina a dit aussi. Lors de la rédaction de la nouvelle proposition de loi, il y avait eu des petits spots vidéo qui avaient été faits, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour parler de cette proposition de loi. Et justement, on parlait de ce délai de réflexion de 6 jours. Et il y avait un petit spot vidéo qui avait été fait mais en fait, quand un couple vient pour s'inscrire à la commune pour dire qu'ils veulent se marier, on ne leur dit pas, attendez, vous allez bien réfléchir pendant 6 jours. Et puis, si vous voulez toujours vous marier, bah, vous allez venir nous retrouver. Pourquoi est-ce qu'on le fait avec une femme qui veut interrompre sa grossesse? Alors que c'est un choix, en fait, dans une vie. C'est juste un choix. Voilà, c'est juste pour prendre aussi parfois un peu de recul parce qu'on se dit, bah, il faut bien réfléchir et il faut bien prendre sa décision et tout ça. Mais en fait, c'est pour tout dans sa vie qu'il faut réfléchir et prendre des décisions. Donc, pourquoi est-ce qu'on mettrait une emphase encore en plus sur le choix d'interrompre une grossesse? Tout à fait, Sarah. Et puis aussi, le délai d'interruption, c'est un petit peu hypocrite, il faut le souligner, puisque les pays voisins, par exemple de la Belgique, n'ont pas le même délai. Et donc, ça va juste créer une division entre les femmes qui ont les moyens d'aller aux Pays-Bas ou en Angleterre pour avorter un petit peu plus tard. Mais donc, c'est aussi un petit peu hypocrite. Tatiana, est-ce que tu voulais réagir sur le lien entre la Belgique et la Pologne, si tu as des réflexions Par rapport à quoi? Par rapport à les femmes, les Belges qui allaient en Pologne? Non, non, si tu avais des réflexions sur, puisque les situations ne sont pas comparables, hein, mais penses-tu qu'elles sont quand même liées je pense que tout est lié, mais dans tous les pays. Enfin, oui, j'ai l'impression que c'est notre karma presque d'avancer un tout petit peu, reculer beaucoup, avancer un tout petit peu, reculer et aller. Enfin, c'est gifle sur gifle et qu'on a. Enfin, j'ai l'impression qu'on est tellement formaté sur tous les niveaux qu'il faudrait qu'on apprenne à parler. Justement, comme ils nous disent, bah oui, allez, prenez 6 jours pour réfléchir, mais waouh, mais oui, comme elle a dit, je sais pas, Sarah, oui, on a réfléchi, on fait que ça. Oui, enfin, je pense que c'est pas même le lien, il est global. La situation de la femme, elle est tellement délicate. Mais je pense que en ce moment, les jeunes en Pologne, les femmes jeunes, les jeunes filles que j'ai vues sur les photos, etc., ça c'est un espoir. Ces filles n'acceptent plus le statu quo. Elles n'acceptent plus que l'Église ait l'autorité morale sur leur vie. Elles n'acceptent plus que des prêtres viennent prêcher. Elles ont dit rentrez dans vos églises et fermez la porte. Ça, c'est des choses importantes, je trouve. Je pense qu'avec le 8 mars prochain, il faudra tenir compte de ces évolutions-là. Et un des thèmes pour le 8 mars, ça doit être pour moi l'avortement, comme droit humain, en effet, pour tout le monde, et comme l'autodétermination, on n'est quand même pas des connes. Voilà. Oui, oui. Oui, c'était juste pour dire qu'à un moment donné, le gouvernement, il a quand même pris la parole et a dit qu'il faut en Pologne maintenant sauver la nation et par tous les pouvoirs possibles. Donc, les néo-nazis, ils se sont mis dans la rue massivement. Donc, il y avait vraiment une espèce de
bonne surveillance de tous les côtés, comme quoi on doit défendre l'Église, défendre ce pays qui est si bien stable et si bien conçu. Et effectivement, désormais, chaque fois, les manifestantes qui organisent les manifs, elles ont le numéro de leur avocat, d'un avocat possible sur les mains. Il y a un risque de... Bah, oui, il y a des arrestations, c'était une guerre déclarée. Donc, oui, on est beaucoup dans la rue, mais la réaction, elle était aussi ultra rapide. Oui, Carolina. Je voulais rebondir par rapport à ce que Marie disait des droits humains par rapport au pays où la loi est la plus restrictive, où il n'y a pas moyen de pouvoir interrompre une grossesse qui est non viable. Et parfois, c'est des situations dramatiques. Une femme qui est enceinte, qui désire ses grossesses, mais qui sait que ses grossesses n'a pas de possibilité d'amener un enfant en bonnes conditions de santé. C'est horrible de voir porter une grossesse jusqu'à un 9e mois, avoir un accouchement. Vraiment, on peut entendre des témoignages effrayants. Et là, on se dit, c'est quoi les droits de ces femmes? C'est quoi les droits? Dans tous les cas, porter une grossesse qu'on ne désire pas, c'est vraiment une vulnération à ces droits. Mais dans ces situations où les femmes, en plus de tout ça, vont finir en prison, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on ne discute pas assez, que c'est important de l'avoir en vue, de voir comment on peut aussi soutenir ces pays dans des situations très, très compliquées. Oui, tout à fait. Et pour juste rebondir à ce que disait Marek sur le 8 mars, je pense, si je ne m'abuse, en Pologne, il y a eu aussi des grèves de femmes massives qui ont été organisées dernièrement. Et donc, c'est aussi important de souligner que la grève des femmes dans leur travail de tous les jours, mais aussi dans le travail, ce qu'on appelle reproductif, donc du soin aux autres, etc., de montrer qu'en fait, c'est elles qui font tenir souvent la plupart, enfin, le pays, etc. Et donc, la grève féministe, c'est aussi un vecteur hyper puissant de lutte pour obtenir les droits, et on l'a vu dernièrement en Pologne. Alors, il y a encore quelques questions, on va bientôt, à mon avis, clôturer, mais j'ai encore posé 2-3 questions. Donc, il y a... ah oui, ça c'est une question intéressante, quelles sont les difficultés pour l'accès IVG en plein confinement? Sarah, tu veux intervenir? Non, je suis en train de dire Moi, que je veux... Cécilia. Ben, les difficultés, elles sont aggravées surtout pour les femmes victimes de violences. Je pense que les centres, ils sont organisés pour offrir le même nombre d'IVG ou presque le même, et pour ne pas imposer aux femmes des délais. Ça, on l'a fait au niveau des centres. Par contre, c'est des obstacles en plus que les femmes puissent trouver aussi, de pouvoir sortir de chez elles sans que leur partenaire parfois soit au courant, par les parents. Et donc, ça, c'est des difficultés. Je pense qu'en général, il y a eu vraiment un mouvement, et même au niveau global, on a vu finalement, au niveau de l'avortement, ça a été quelque chose, ce Covid a apporté des bonnes choses dans le sens où on a flexibilisé, par exemple, les femmes qui voulaient pouvaient faire la méthode médicamenteuse à la maison. En France, ils ont changé la loi aussi pour permettre plus de flexibilité, pour avoir des consultations à distance. En Angleterre, la même chose, au Canada. Donc, on a observé un petit peu, voilà, des services de santé, les services de soins de santé se sont organisés pour faciliter la vie aux femmes. Par contre, le vécu en Covid, forcément, c'est pas, ça c'est compliqué. Il faut le rappeler aussi que beaucoup de femmes qui viennent pour des interruptions de grossesse, elles viennent parce qu'elles sont dans des relations violentes, ou c'était à cause d'un viol. Donc c'est pas quelque chose de si rare qui se passe. Donc il faut pas l'oublier.
Et donc, pour ces femmes-là, c'est encore plus compliqué. Ouais, je peux m'imaginer. Oui, Carolina, tu aussi. Par rapport au Covid aussi, il y a eu beaucoup de désinformation. Parfois, les gens pensaient que les centres étaient fermés, ils avaient besoin de contraception, des pilules le lendemain, ils ne venaient pas. Pas parler des préservatifs, simplement penser que non, on ne fonctionnait pas, même si, comme Cécile a dit, la majorité des centres ont gardé en tout cas tous les plages IVG et les services d'urgence, même si au tout début on donnait la pilule de lendemain dans un enveloppe à l'entrée, mais c'était actif. Et beaucoup de femmes ont tardé à venir pour une grossesse non désirée. Et tout ça a mis en retard. Et même des personnes aujourd'hui qui nous demandent, vous êtes encore ouverte? Oui, les centres de planning familial sont en train de fonctionner normalement. Et tous les services sont en place. Et il ne faut pas hésiter. Ok, merci de le rappeler. Donc, au niveau des autres questions, il y a une question plus locale sur la Flandre. Est-ce que, sûrement destinée, Marek pourrait nous répondre, est-ce que on sait comment se passe l'accès à l'IVG pour les femmes en Flandre? Y a-t-il une répartition il y a une répartition tout à fait inégale des centres pratiquant l'IVG en Belgique. Si je ne me trompe pas, 6 centres en Flandre, 15 à Bruxelles et 18 en Wallonie. Donc, est-ce que c'est plus difficile d'avorter en Flandre, selon toi, Marek? Selon moi, ce n'est pas plus difficile parce que ces centres sont bien connus. Il y a des bonnes collaborations avec des pratiques médicales, des maisons médicales, par exemple. Et il y a une bonne information par les centres de planning familial qui existent depuis les années 60. Hein. Et donc, les centres qui pratiquent de l'IVG sont aussi coordonnés par la coordination LUNA. Et non, moi, je ne crois pas qu'il y a un problème spécifique. Ce qu'il y a, c'est que 80% des écoles secondaires en Flandre sont des écoles catholiques. 80% des hôpitaux en Flandre sont des hôpitaux privés catholiques. Ils ne sont plus, surtout les hôpitaux, ne sont plus liés directement avec l'institution chrétienne parce que ce sont devenus des ASBL, etc. Mais il n'y a plus de bonnes sœurs dans ces cliniques. Mais il y a un certain tabou, sauf que quand il y a eu des fusions, par exemple, entre un hôpital catholique et un hôpital socialiste qui pratiquait des avortements. Dans ce cas-là, la fusion a permis de continuer l'avortement dans la partie socialiste de l'hôpital. Donc, il y a, disons, les gens ne sont plus prêts à se laisser dicter leur choix de la vie par une quelconque église. Et donc ça fait que les centres IVG sont bien connus, n'ont plus de difficultés à se faire connaître, même pas dans les écoles catholiques, où il y a aussi de l'information sur la contraception et l'avortement maintenant. Moi, j'ai connu l'époque où je ne pouvais même pas parler de la pilule dans mes cours de biologie. J'ai toujours fait, je leur ai toujours dit, ils peuvent me mettre en prison pour ça. Donc, il y a une rupture profonde des gens et de leur vie. Le problème, c'est que le sentiment de culpabilité et le tabou pèsent plus, je pense, en Flandre encore que par rapport aux grandes villes en Wallonie. Mais aussi en Wallonie, hein, il y a beaucoup de femmes qui ont des avortements, qui se culpabilisent par rapport à leur milieu, à leur environnement, à l'opinion que les gens vont avoir. Et les femmes qui sont les moins traumatisées par un avortement, c'est celles qui ont des bons amis avec lesquels elles peuvent parler avant et après. Et c'est ça qu'il nous faut. L'avortement, ce n'est pas une maladie. Je ne dis pas que l'avortement, c'est comme d'aller chez le dentiste, mais il faut quand même penser dans cette direction-là. C'est un petit accident. La contraception peut avoir des manquements, etc. Donc, oui. Sarah? Oui, juste pour compléter, des bons amis et des bons soignants. J'ai écouté tout à l'heure un podcast sur l'avortement en France et où une sage-femme intervenait en disant en fait, être soignant ou soignante et accompagner sans jugement comme la personne l'envie, c'est ça en fait.
aide-soignant ou soignante. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça que ça devrait être. Aller voir un médecin et que ce médecin ou cette médecin respecte l'autodétermination de la personne, c'est ça, en fait, donner du soin. Donc, c'est à la fois bien choisir ses amis, mais aussi que toute personne enceinte, toute femme puisse aller voir un médecin, un accueillant, une accueillante et être reçue en fait avec respect et avec écoute de ce qu'elle désire vraiment. Merci Sarah. Alors il ne reste plus trop de questions, donc il y en a encore 3. Donc il y a une question plutôt matérielle en fait sur risque-t-on une pénurie de médecins pratiquant l'IVG dans les plannings familiaux en Belgique? Parce qu'évidemment il faut des pratiquants pour pouvoir pratiquer. C'est un des gros fronts de travail du GACEPA, c'est exactement mettre en place des formations pour sensibiliser les médecins, donc à plusieurs niveaux. Donc il y a une formation qui est faite maintenant à l'ULB, ça n'arrive pas dans toutes les facultés de médecine, mais le GACEPA fait donne une formation sur l'avortement dans le cursus des étudiants de médecine. On organise avec les centres des stages de courte durée, entre guillemets, en centre de planning familial. Donc, ce n'est pas directement pour la pratique de l'avortement, mais ça permet aux étudiants de médecine de vivre qu'est-ce qui se passe dans un centre de planning, de se rendre compte que c'est un avortement, de les sensibiliser. Et par la suite, il y a des formations de longue durée, de 2 ans, où des médecins ou des PG en médecine, souvent en médecine générale, font une formation, donc ils font une formation d'1 jour pendant 2 ans à différents centres où ils se forment à la pratique de l'IVG. Donc effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup, je sais, j'ai pas en tête exactement les chiffres, mais je sais qu'effectivement, il y en a pas mal de médecins qui ont plus de 50 ou 55 ans, et effectivement, il faut assurer la relève. Voilà, on essaie de faire ce travail. Parfois, c'est pas toujours simple aussi parce que les jeunes se forment et après, s'ils n'ont pas une issue tout de suite pour pouvoir pratiquer, ils vont s'investir dans d'autres choses. Et donc, c'est pas toujours très simple. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur la question des centres en Flandre. Il faut aussi expliquer que la façon de financer les centres de planning familial en Wallonie, Bruxelles et en Flandre n'est pas du tout la même. Ça fait que le modèle flamand est beaucoup plus proche du modèle néerlandais. Donc, c'est vraiment des centres spécialisés dans la pratique de l'avortement qui pratiquent beaucoup plus d'avortements. Et dans la partie Wallonie-Bruxelles, on a des centres de planning qui ont une pratique un peu plus diversifiée et qui ne font pas que... Voilà, leur pratique n'est pas concentrée dans la pratique de l'avortement. Donc, c'est vraiment plutôt une question d'organisation. Je ne pense pas qu'il y a un impact au niveau de l'offre par rapport aux interruptions de grossesse. C'est juste une organisation qui est différente. Oui, Sarah, tu veux rebondir? Super rapide, vraiment super rapide. C'est parce que j'ai une autre collègue du GACEPA qui m'envoie un message en disant en fait, au niveau de la répartition des centres, il y a quand même quelque chose d'assez inégalitaire à travers la Belgique. Alors effectivement, il y a des centres en Flandre, il y a des centres en Wallonie, il y a des centres à Bruxelles, mais on en a 15 à Bruxelles. Alors effectivement, la densité de population est ce qu'elle est, mais en Wallonie, voilà, il y en a pas tant que ça, mais surtout pour la province du Luxembourg, il n'y en a qu'un. Qui est, enfin, je veux dire, donc c'est quand même, il y a quand même des endroits où il vaut mieux habiter en Belgique pour pouvoir avoir accès à un avortement rapidement, en fait. Il n'y a rien à faire en Wallonie. Enfin, à Liège, il y a un certain nombre de centres qui pratiquent l'avortement. Liège, c'est quand même une grosse ville. S'il n'y a plus de rendez-vous, il faut aller voir dans une autre ville. Donc, ça implique quand même, quand on n'habite pas la capitale, des déplacements, des délais éventuellement supplémentaires. Donc, oui, il y a moyen d'avoir accès à un avortement partout en Belgique, mais pas avec la même rapidité. Voilà.
Très bien, merci Sarah. Alors, je vais poser une dernière question, parce qu'il va falloir tout doucement conclure. Une dernière question qui ouvre pas mal de perspectives, parce qu'elle est assez large. Donc, c'est Oksana Shine qui demande, en plus de la question du droit à l'avortement, ne faut-il pas faire des liens avec le besoin d'une lutte plus globale contre l'extrême droite et la précarité dans laquelle la majorité des femmes sont maintenues? Donc, on l'a un peu abordé. Mais voilà, si vous voulez peut-être... Oui, Marek? J'aimerais bien brièvement mentionner le fait que dans les années 80, on a organisé des coordinations internationales pour le droit à l'avortement et la contraception, la femme décide, mais aussi contre la stérilisation forcée. Stérilisation forcée qui, à cette époque-là, était à la mode parce que la part riche des pays pensait qu'il y avait une onde qui allait nous submerger par la surpopulation, les pauvres qui ont trop d'enfants, etc. Et donc, il y a eu des campagnes de stérilisation forcée dans plusieurs pays et aussi des cas où les femmes ont été les cobayes des essais de l'utilisation, par exemple, de la pilule contraceptive en Costa Rica. Il y a eu des stérilisations forcées beaucoup en Inde, facilitées par l'armée qui recevait des primes pour chaque stérilisation. Etc. Donc, le droit à l'autodétermination implique aussi le droit au choix d'avoir des enfants et des enfants de tous les sexes. Et donc, l'inégalité entre le nombre de naissances mâles et femelles en Inde est tout à fait anormale à cause de ces possibilités d'un avortement après un scan qui montre le sexe du fœtus. Et donc, ça, c'est une des origines de l'inégalité. Enfin, une des techniques utilisées pour renforcer l'inégalité entre hommes et femmes, aussi bien en Inde qu'en Chine, par ailleurs. Alors moi, je trouve, je le formulerai un peu différemment, c'est-à-dire l'avortement, l'accès à l'avortement, c'est une façon de réduire les inégalités, la précarité. Effectivement, et je pense que même si effectivement ça se fait comme tout à l'heure parlait Carolina, les luttes intersectionnelles sont extrêmement importantes, mais il faut visibiliser l'avortement. Donc il faut qu'il sorte, voilà, il faut pas juste le mettre dans une petite case là un peu invisible. Il faut qu'il ait une grande force parce qu'effectivement c'est l'accès à l'avortement qui peut aussi permettre de combattre la précarité, la pauvreté. Et il faut être effectivement très attentif au mouvement d'extrême droite, aux mouvements religieux qui se battent et qui utilisent tout le temps des nouvelles stratégies qui viennent avec des nouvelles portes d'entrée par rapport au droit au statut du fœtus et toutes ces questions-là. Il faut être très, très vigilant dans ce sens-là, ne pas se laisser piéger dans ces propositions pseudo-bienveillantes, mais qui finalement, en arrière-pensée, ne sont pas préoccupés avec la souffrance de ces deuils prénatales, mais plutôt préoccupés à effectivement empêcher les femmes de pouvoir exercer leurs droits. Merci Cécilia. Pour rebondir avec ce que disait Marek également, c'est vrai que c'est toute l'hypocrisie dans les années 60, 70, en France et en Belgique, alors qu'on interdisait aux femmes blanches d'avorter, on stérilisait de force les femmes dans les anciennes colonies, donc dans une politique raciste, nataliste blanche et oui, impérialiste blanche. Oui, Sarah, tu veux... Oui, hein, on le fait toujours avec les personnes handicapées. C'est encore quelque chose en institution spécialisée pour personnes handicapées. La stérilisation, c'est encore quelque chose d'appliqué, et c'est pas spécialement en Inde et en Chine. Donc, il y a pour moi, défendre le droit à l'IVG, c'est défendre le droit à l'autodétermination. L'autodétermination, on peut l'appliquer à plein de domaines, en fait. L'autodétermination, c'est décider, c'est pas décider uniquement de si on veut ou pas continuer une grossesse, c'est si on veut ou pas devenir mère. Moi, ça aussi, c'est une grande question dans notre société. Pour une femme, dire « moi, je ne veux pas d'enfant », c'est quelque chose qui est encore difficilement entendable.
Pour une femme handicapée, dire « moi, je veux des enfants », ça aussi, on ne peut pas l'entendre. Pour une femme handicapée, dire « mais moi, j'ai des rapports et moi, je veux des enfants », ça aussi, c'est des choses qui ne sont pas entendables. Mais tout ça, ça touche à l'autodétermination, en fait. Et pour moi, du coup, l'autodétermination, on peut vraiment faire le lien avec plein de luttes et plein de domaines, d'où la nécessité de vraiment effectivement croiser et être dans l'intersectionnel. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas isoler quelque chose. On ne peut pas isoler l'IVG de la précarité. On ne peut pas isoler le droit des femmes du racisme. On ne peut pas isoler le droit des femmes du capitalisme. Tout ça est lié parce que dans notre société, c'est plein de nœuds. Donc, je pense qu'effectivement, quand on parle IVG, on parle précarité, on parle dignité humaine, on parle autodétermination, on parle inégalité raciale. On parle tout ça parce que, même chose, le droit à l'IVG, est-ce qu'on reçoit tous les préjugés qu'on peut avoir aussi sur les femmes racisées, comment est-ce qu'on va recevoir voilà, comment est-ce qu'on va recevoir une femme noire, comment est-ce qu'on va recevoir une femme blanche, comment est-ce qu'on va recevoir une femme d'une certaine classe sociale, comment est-ce qu'on va recevoir une personne dont c'est la 10e IVG, tout ça, tout ça est lié et tout ça est à travailler ensemble. Merci Sarah, je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles, sur le fait que l'autodétermination est en effet au cœur de nombreuses luttes. En tout cas, je vous remercie toutes d'avoir participé à ce live Facebook. Ça a été extrêmement enrichissant. Et je pense que ce qui ressort également, c'est qu'on ne doit vraiment rien lâcher en matière d'IVG. Et qu'on doit être vraiment solidaire, continuer la lutte en Belgique, mais aussi solidaire dans la solidarité internationale pour toutes les femmes à travers le monde. Et je voulais juste terminer par demander à Tatiana, donc, quel est le prochain rendez-vous des manifestations pour les femmes polonaises? Oui, pardon. Demain à 13h à la place de... Mince, j'ai un trou. Luxembourg? C'est possible ou pas? Ça existe parce que là j'ai vraiment un trou complet. Oui, c'est dans le quartier européen, c'est la place du Luxembourg en face des Oui, institutions. oui. Très bien, ben, merci. Oui, Carolina, tu veux... Ah, non, vous... très bien, ben, je vous remercie toutes pour ce live et donc rendez-vous demain à 13h pour celles qui peuvent pour soutenir la lutte des femmes polonaises. Au revoir, à toute bonne soirée.